une adaptation de la séquence ERC sur la gestion des eaux pluviales. Voilà, donc juste deux mots pour présenter la DOTA. Donc, on est une association type 1901 née à Douai lors du changement de politique de la collectivité en termes de changement de gestion des eaux pluviales des années 1992. Voilà, donc, j'étais à l'époque en charge sur le territoire de cette mise en place de cette nouvelle politique et la création de la DOTA qui a suivi. Et la DOTA qui, petit à petit, a élargi son champ d'activité uniquement douaisien à l'origine. Aujourd'hui, est reconnu, je crois, nationalement, voire même un petit peu à l'international. Notre objectif, c'est d'accompagner le changement. C'est évoqué dans l'atelier de ce matin. Voilà, changer, c'est avancer. Avancer, c'est mettre un pied dans l'autre. Mettre un pied dans l'autre, c'est être instable, c'est d'avoir peur. Et donc, tenir la main, ça permet de rassurer et donc de permettre ce changement. Voilà, donc la partie psychologie est absolument essentielle dans le changement de temps. Pas que là, mais là aussi. Voilà, donc on fait de l'animation, de la formation, de l'accompagnement à changement, mais de l'accompagnement technique également, sans être maître d'œuvre ni assistant maître d'ouvrage. Et on mène aussi des opérations de recherche et développement. Voilà, donc, juste pour rappeler qu'on a aujourd'hui plein de bonnes raisons, il n'y a que des bonnes raisons de changer la gestion des eaux pluviales. Je vais pas revenir sur l'historique de la problématique, mais rappeler quand même qu'on a géré les eaux pluviales en les évacuant de la ville suite à des problèmes d'hygiénisme au milieu du 19e siècle. Hein, c'est la naissance du tout tuyau avec Haussmann, les grands boulevards et Belgrand qui fait les réseaux de la ville de Paris. Aujourd'hui, on gère bien les eaux usées, on gère la collecte des eaux ménagères. On n'a plus besoin du tout d'évacuer les eaux pluviales. Au contraire, on a besoin, ce n'est plus un déchet, comme ça a été considéré jusqu'alors, c'est une ressource, une richesse. Voilà. Et ça permet donc bien de lutter contre les inondations, de réintroduire la nature en ville, de maîtriser les coûts, c'est vraiment tout à fait important, d'améliorer la qualité des rivières et de s'adapter au changement climatique. Voilà. Et donc, cette problématique du pluvial dans cette séquence éviter, réduire, compenser, comment ça se décline? Eh bien, en fait, éviter, ça va être éviter l'imperméabilisation, très clairement. Ce que je n'ai pas dit avec Haussmann, c'est qu'on imperméabilise la ville hein, pour éviter l'infiltration dans les puits qui sont pollués par les eaux usées, les ordures, etc. On oublie pourquoi on imperméabilise la ville, mais l'origine, c'est ça. Aujourd'hui, on peut minéraliser sans imperméabiliser. On a une pléthore de matériaux aujourd'hui qui permettraient de rendre la ville complètement perméable, à l'exception des toitures, bien évidemment, puisque celles-là, il faut quand même qu'elles soient étanches. Et donc, on peut éviter beaucoup de choses. Ensuite, donc, on va réduire. Réduire, ce sera végétaliser, et notamment végétaliser les toitures. Je vais en reparler, ça peut être stocké et réutilisé. Et puis compenser, in fine, c'est infiltrer malgré le fait qu'on a perméabilisé. Alors, quelques exemples pour ça, je ne vais pas rentrer dans la technique, ce n'est pas l'objet, mais de dire que donc, éviter l'imperméabilisation, c'est d'abord et avant tout recourir aux solutions fondées sur la nature, c'est celles qui coûtent le moins cher, qui apportent plein d'autres avantages écosystémiques. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on ne peut pas végétaliser toute la ville, hein, sinon ça s'appelle la campagne et le milieu naturel. Et donc, la deuxième série de techniques, ce sera donc ce que je viens d'évoquer, les revêtements perméables. En gros, dans une ville, vous avez 30% de toiture, pour faire très très simple en schématisant, et 70% d'espaces qui sont à les voiries publiques et les espaces privés. On pourrait tout à fait faire en sorte que les 70% soient perméables. Si on veut vraiment le faire, on peut le faire. Et puis, quand on ne peut pas tout ça, eh bien, on fera appel aux ouvrages enterrés en dernière recherche. C'est ce qui coûte le plus cher, les ouvrages enterrés, mais on ne peut pas toujours les solutions fondées sur la nature, et on ne peut pas toujours les revêtements perméables. À titre indicatif, il faut quand même rappeler que dès lors qu'on imperméabilise la ville, on dépense à minima 50 € par mètre carré imperméabilisé. Parce qu'il faut évacuer, il faut collecter et évacuer les eaux. Eh bien, grâce au revêtement perméable, on économise 50 € par mètre carré, à la base, avant de commencer.
C'est vraiment tout à fait important. Et on oublie, on parle souvent de surcoût, on oublie complètement les économies qu'on réalise, et je n'ai parlé que de l'investissement de départ. On va parler du fonctionnement, du surcoût sur les stations d'épuration, du coût d'énergie, enfin tout ce que l'on peut décliner derrière. Voilà, donc quelques exemples pour illustrer un petit peu ces propos. Donc, bien, c'est de redonner plus d'espace à la nature, et notamment, on a eu pour habitude, alors, je vais faire une intervention bientôt où je vais présenter l'évolution des trottoirs, la conception des trottoirs de la ville de Paris. C'est vraiment tout à fait symbolique. On a des entourages d'arbres tout petits, quand ils ne sont pas bitumés ou imperméabilisés. Et puis, on voit que progressivement, la fosse d'arbres, on appelle ça, elle s'élargit pour, in fine, voir ce qu'on a ici. Voilà, Crépy-en-Valois, qui était connu pour son premier cas de Covid-19, mais aussi connu pour une meilleure gestion des eaux pluviales. Voilà. Ils ont refait le trottoir, ils l'ont planté vers les espaces verts, et les espaces qui ne sont de toute façon pas utilisés par les piétons, entre les arbres, personne n'y va. Pourquoi imperméabiliser cette zone-là? Eh bien, on en fait une bande complètement végétalisée. Cette partie-là est plantée vers l'espace vert, c'est fini. Et j'ai une photo où, dans un boulevard de Crépy-en-Valois, ça a été fait d'un côté de la voirie, pas sur l'autre, et vous avez une différence de développement des arbres qui est phénoménale. La démonstration, on l'a en photo. Voilà, et donc, autre photo, voilà, c'est dans l'urbanisation nouvelle, c'est un peu plus facile, puisque la réglementation oblige à une gestion des eaux pluviales, ça fait partie notamment des cibles des écoquartiers. Donc, c'est souvent d'ailleurs une des premières cibles qui est regardée parce que c'est finalement une des plus simples. Voilà. Et donc, ensuite, lorsqu'on n'a pas recours, on ne peut pas toujours utiliser des solutions fondées sur la nature, eh bien, on va utiliser les revêtements perméables. Certains sont végétalisés, les dalles gazon, les dalles pavées, mais aujourd'hui, on a vraiment un développement depuis 4-5 ans, un développement extrêmement important de tous les revêtements perméables. Alors, je ne vais pas les passer en détail, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais vraiment, on a une gamme aujourd'hui extrêmement large, résistante, avec des résines aujourd'hui perméables, avec des gravillons naturels, et des résines qui, pour certaines sont basées sur des liants végétaux, et donc respectueux de l'environnement à quasi 100%. Voilà, avec des porosités qui font face à la totalité des pluviométries. Voilà. Toute intensité de pluie traverse ce revêtement. Alors, ça ne veut pas dire que, pour autant, le sol en dessous va l'accepter, donc il faut bien un espace tampon, et ça va être la structure du revêtement qui va faire le stockage temporaire face à la capacité d'infiltration du sol. Je ne rentre pas dans le détail technique. Voilà quelques autres exemples. Donc, voilà, il y a des bétons poreux, il y a même des bétons désactivés poreux aujourd'hui. Voilà, pour les architectes des bâtiments de France qui aiment bien ce genre de choses, eh bien, c'est aujourd'hui possible, sans aucune difficulté. Voilà. Et puis, depuis cette diapo-là, il y a deux autres produits qui viennent d'arriver sur le marché, l'un par la société Eiffage et l'autre par une société de la Drôme, si j'ai bonne mémoire. Voilà, les revêtements perméables, quelques photos. Alors, bien évidemment, comme je viens de Douai, j'ai pris des photos de la région de Douai, parce que c'est là que je connais le mieux, et qu'on a fait beaucoup de chaussées à structure réservoir et depuis très longtemps. Voilà, celle qui est en diapositive du côté, en haut à droite, c'est une chaussée à structure réservoir en totalité du domaine privé au domaine privé, c'est-à-dire partie circulée, partie trottoir et partie parking, qui est en structure poreuse depuis 1993. 28 ans d'âge. Cette voirie que vous voyez là a 28 ans d'âge. Et ça fonctionne. Parking de la faculté de droit à Douai, en bas à gauche, 12 500 m², pas un bout de tuyau, pas une bouche d'égout, pas un avaloir, rien. Tout est géré sur site, 12 500 m². Ça a été réalisé en 1996. Plus de 25 ans d'âge. Et pour imaginer un peu la différence entre enrobé poreux et enrobé non poreux, une photo en bas à droite d'une rue où, voilà, Marais Dauphin, très important, la toponymie des lieux, on en parlait aussi ce matin.
les anciens appelaient les choses par leur nom, et soit par leurs contraintes ou par leurs avantages. Voilà. Donc on est dans un marais, eh bien on infiltre la totalité de l'eau pluviale pour autant. Et en plus, on n'est pas loin des champs captants, d'un captage d'eau potable et de champs captants dits par la sable. La petite histoire. Alors, on ne peut pas tout rendre perméable, bien sûr. Donc, les toitures, on peut les végétaliser, et pas seulement les toitures terrasses. Les toitures en pente peuvent aussi être végétalisées, avec un intérêt un peu moindre vis-à-vis de la bonne gestion de l'eau pluviale, parce qu'il y a l'effet retard et l'effet stockage qui est un peu plus faible. Mais en été, une toiture végétalisée va abattre 85% de la pluviométrie. On peut stocker bien sûr cette eau pour la réutiliser avec certaines précautions. La réglementation en France est assez précautionneuse et je la comprends puisque l'eau de pluie n'est pas de l'eau potable, donc il faut y faire attention. Je passerai sur le détail, je préférerais répondre aux questions par la suite. Voilà, donc on voit bien qu'on a la possibilité véritablement de gérer les eaux pluviales autrement, en évitant, en réduisant et en compensant. Et la autre photo de toiture végétalisée, sachez que par exemple la ville de Paris ambitionne d'avoir plus de 400 hectares de toiture végétalisée, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, 4% de ces surfaces imperméabilisées aujourd'hui. 4%, énorme. Malgré les toits des bâtiments haussmanniens sur lesquels ceux-là ne seront pas végétalisés. Bien évidemment, l'architecte des bâtiments de France y veille. On peut avoir des toitures végétalisées de façon extensive, semi-extensive et intensive. De l'intensif, autant un véritable jardin et aussi portant de la culture urbaine, le cas échéant. Et on peut aussi donc compenser, bien évidemment, et on va compenser par l'infiltration. On garde l'infiltration, mais pas directe, parce que la surface ne sera pas imperméable, mais on va infiltrer juste à côté, en faisant en sorte que le trajet de l'eau soit le plus court possible, extrêmement important. 85% de la pollution des eaux pluviales est liée au ruissellement. 85%. Voilà, donc quelques exemples, donc avec des structures alvéolaires ultra-légères du côté gauche, voilà, quand on n'a pas d'autre solution, qu'il faut un peu condenser malheureusement les volumes d'eau à gérer, mais on peut avoir des gestions plus fines, comme ici, voilà, cette réhabilitation de cités minières. On est dans un habitat très social. Eh bien, une noue qui gère la totalité des eaux pluviales de l'espace public. Et avec ici, donc, une végétalisation et une mise en paysage de la noue qui est vraiment absolument jolie. Si vous avez l'occasion de venir dans le Nord, je vous invite à aller visiter cette cité des Meneaux à Dourges. C'est vraiment absolument une réalisation remarquable. Alors, les solutions que je viens de vous présenter, on peut bien évidemment les combiner. Et voici quelques exemples. Et un exemple, il est douaisien aussi, un exemple de combinaison de solutions. Et vous avez ici donc un musée archéologique de Douai qui est réalisé, petite histoire, hein, on est sur la nappe phréatique, on est sur des terrains argileux, nappe phréatique à moins d'un mètre de profondeur. On ne sort pas une seule goutte d'eau du système. Tout repart dans la nappe. Voilà. Quand on me dit qu'on ne peut pas infiltrer parce qu'il y a une nappe phréatique, je dis, mais attendez, avant de construire, il pleut au-dessus de la nappe. Et on peut le faire. Voilà. Sinon, ça s'appelle une zone inondée permanente. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, vous avez une toiture végétalisée en pente, voilà, et donc des revêtements perméables sur la partie parking. Et je vais vous rajouter ici parce qu'on ne la voit pas bien. Voilà, vous avez tout un système de noues, et tout est maillé. Donc, c'est un fonctionnement complètement, je veux dire, écosystémique. Voilà. Et donc, voilà, une photo hivernale, vous voyez que dans la noue, effectivement, il y a un petit peu d'eau. Voilà. Mais tout ça va s'infiltrer avec le temps. Voilà, donc réduire, éviter, réduire, compenser, le tout combiné dans une même opération. Alors, on m'a demandé aussi de faire un petit focus sur les friches. Voilà. Il se trouve que
la région nord est une région très riche en friches, qui pour beaucoup ont été déjà réutilisées, réhabilitées. Voilà, on est un territoire qui était industrialisé de longue date avec un passé à la fois minier, sidérurgique, textile, et je vous en passe. Tout ça, c'est l'histoire. Et donc, beaucoup de sites ont nécessité de la réhabilitation. Alors, donc, voici un exemple. Donc, on est sur la banlieue lilloise. Et voilà le site dont vous voyez la photo à gauche. Voilà. Donc, on est vraiment en pleine zone urbaine, très dense, avec peu d'espace vert quand même, il y en a un petit peu. Et donc, c'était un site industriel qui a été rasé il y a déjà quelques années. Et voilà son état tel qu'il était. Alors, je pense que ça avait été passé par l'EPF. Ça avait été rasé et remis, j'allais dire, en végétation, mais entre guillemets banale. Voilà, c'était un premier pas. Et voilà donc après comment les choses ont donc été aménagées en y intégrant la gestion du parti des eaux pluviales du quartier. Et donc on voit qu'on peut apporter effectivement une touche de biodiversité, de paysagement, tout en rendant service à la gestion de l'eau en même temps. Donc, vraiment la combinaison, la transversalité, j'insiste sur le mot, donc de viser plusieurs objectifs en même temps dans un même projet. Ce n'est pas qu'une question de réhabilitation de friches, on peut aussi, par ça, donc, apporter au quartier un secteur de récréation, y gérer les eaux pluviales en même temps, etc. etc. Voilà. Combinaison d'objectifs à travers un même dossier. Et autre projet, et là celui-là je le connais particulièrement bien parce que j'ai eu à le porter quand j'étais en activité sur la région de Douai. Réutilisation d'une friche minière. Voilà, je vous ai mis un petit plan de Douai. Voilà le centre urbain historique de la ville de Douai. La gare, on voit bien le faisceau ferré ici. La gare est ici. Une vieille industrie qui est ici, une autre ici. Et donc là, on avait aussi des sites industriels. Tout ça a disparu. Et on est, voilà, le plan parcellaire, je vais dire, de cette superficie 15 hectares, site pollué. Site pollué. Alors, comment on a abordé les choses? Eh bien, l'objectif, c'était de réhabiliter, en faire un nouveau parc d'activités, mais bien évidemment aussi de garder les eaux pluviales sur site. L'objectif, c'était surtout pas de sortir les eaux pluviales, d'autant plus, pour la petite histoire, c'est qu'on est sur des zones qui ont été, Douai, c'était la capitale du bassin minier, vous le savez probablement. On est donc, l'exploitation du charbon a généré des affaissements miniers. Qui dit affaissement minier, dit station de relèvement pour relever les eaux. On a des cours d'eau qui ont changé de sens de coulement. On a des zones qui, pour la plus petite, c'est humoristique bien évidemment, sur Douai, il y a une zone de 900 hectares qui est drainée aujourd'hui par une station de relèvement des eaux. Si on arrête la station, c'est 900 hectares qui sont à lac. Bien sûr, c'est urbanisé. Donc, vous comprendrez tout l'intérêt de gérer et d'anticiper et de ralentir les flux qui, in fine, arriveront bien à la station de relèvement, mais le plus tard possible, et surtout avec un débit le plus laminé possible pour ne pas avoir à redimensionner les pompes toujours plus, qui au passage aurait fait que les services de l'État, le BRGM en l'occurrence, auraient remis les clés d'installation à la collectivité. Ils sont souhaités, bien évidemment pas. Et donc, l'objectif, eh bien c'est le cas, on a une station de relèvement qui est un petit peu au-dessus. L'objectif, c'est qu'on ne sort pas une seule goutte d'eau pluviale du site, sauf par infiltration. Et comment on gère cette problématique avec une problématique de pollution de sol? Eh bien, ce qu'on a réalisé, là c'est un peu pour illustrer, la première des choses, c'est qu'on a fait, eh bien, on a fait beaucoup plus d'études de sol qu'on fait d'habitude. On a fait la bagatelle de plus de 60 prélèvements sur 15 hectares. Donc, vous voyez, c'est 3 prélèvements à l'hectare.
quasiment de 4 prélèvements à l'hectare, avec une caractérisation spatiale, donc en X, Y et Z, de façon à voir quel est le gradient de pollution dans le sol. Et de cela, donc, ça nous a permis d'avoir une connaissance fine de la présence de pollution en surface, mais aussi en profondeur. Et donc, ça nous a déterminé donc, un plan de gestion très précis. Donc, des zones non polluées où on pouvait faire, entre guillemets, ce qu'on voulait, et d'autres zones où il fallait prendre un certain nombre de précautions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que la pollution était dans les 2 premiers mètres de la structure du sol. Au-delà, on n'avait rien. Et en plus, à 2 mètres de profondeur, on avait des perméabilités qui étaient assez bonnes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans ces endroits pollués, on infiltre les eaux pluviales par des puits d'infiltration, mais ces puits sont étanches sur les 2 premiers mètres, de façon à ce que la pollution reste confinée. Voilà. La pollution, donc vous savez, là aussi, si je reprends la même problématique que la séquence ERC, c'est 3 problématiques, c'est une présence de pollution, une cible et un vecteur. Il suffit de supprimer l'un des 3 et on a résolu le problème. Et bien là, l'objectif, ce n'était pas de supprimer la cible, puisqu'on voulait de l'aménagement. La pollution, ce n'était pas forcément de l'enlever, et donc l'objectif, c'était d'enlever le vecteur. Et dans les zones moyennement polluées, sur lesquelles on ne construisait pas ou on faisait des aménagements type espace vert, eh bien, on rajoutait 30 cm de terre végétale, voilà, avec une conservation de la connaissance de cette pollution, c'est-à-dire une inscription dans le PLU, pour garder la mémoire, quel que soit le temps. Voilà. Donc, et les seuls, finalement, secteurs où on a eu à évacuer de la pollution a été des terrassements pour la voirie centrale. Là, on était maintenant, il fallait bien terrasser pour pouvoir faire la voirie, donc c'est la seule quantité de pollution qui a été enlevée sur une partie de voirie, pas sur la totalité, voilà, dans la constitution. Donc une adaptation, une amélioration fine, une connaissance fine des problématiques, et une adaptation donc du plan masse et des solutions de gestion de l'eau pluviale en fonction de cette présence et de cette bonne connaissance. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, ce qui montre bien que c'est pas parce qu'il y a de la pollution qu'on ne peut rien faire. Si on peut faire, on n'est pas obligé de tout dépolluer. Dépolluer, ça coûte cher et c'est aussi déplacer la pollution. C'était notamment des pollutions soit métalliques et hydrocarbures. Voilà comment les choses ont été abordées. Et ça, c'est une opération qui a été réalisée il y a maintenant il y a plus d'une dizaine d'années.